OK. Alors, on va commencer. Bienvenue à cette présentation de Celebrate Feeding qui a été possible grâce au financement du gouvernement de la Nouvelle-Écosse. Créer des environnements d'alimentation sensibles à la petite enfance grâce à l'approche Celebrate Feeding. Nous aimerions commencer par reconnaître que notre travail collectif dans le domaine de la petite enfance se situe à Mi'kma'ki, le territoire ancestral non cédé qui reste la patrie de la nation Mi'kmaq. Alors que nous débutons cette présentation axée sur l'alimentation et la nutrition, il est particulièrement important de reconnaître les préjudices historiques liés à la nutrition chez les enfants autochtones, notamment ceux qui ont été causés dans les pensionnats et lors des expériences médicales et nutritionnelles hautement contraires à l'éthique menée par le gouvernement sur les enfants autochtones. Alors que nous considérons le territoire sur lequel nous nous réunissons aujourd'hui, qui est couvert par la chaîne des traités de paix et d'amitié, nous devons tenir compte du fait que ces traités sont des accords vivants qui établissent les règles d'une relation de traité continue entre les nations. L'alimentation est un élément central des cultures autochtones. Elle relie les gens à leur terre, à leurs ancêtres et à leurs traditions. Aujourd'hui, nous rendons hommage au savoir des Mi'kmaq, gardiens des terres et des eaux, ainsi qu'aux aînés passés, présents et futurs. Et nous reconnaissons que nous vivons, travaillons, jouons et apprenons dans les territoires traditionnels et non cédés des peuples Mi'kmaq. Lors de cette expérience virtuelle des petites parties logistiques, tout simplement que si vous avez des questions, vous pouvez mettre vos discussions dans la boîte, vos commentaires dans la boîte de discussion, puis cliquez sur les 3 petits points si vous avez besoin de régler le haut-parleur et le microphone. Alors, on va s'introduire. Alors, moi, probablement, je connais la majorité d'entre vous, mais mon nom, c'est Lisanne Leblanc. Mon pronom est elle et je suis fière acadienne, maman de 2 jeunes adultes et professionnelle passionnée dans le domaine de la petite enfance avec proche de 30 ans d'expérience. Au cours des dernières années, j'ai beaucoup travaillé la mise en œuvre du cadre pédagogique pour l'apprentissage des jeunes enfants de la Nouvelle-Écosse. Alors, passionnée par la petite enfance et comment mettre la recherche en pratique, j'appuie le Early Childhood Collaborative Research Center dans la livraison de ce webinaire pour la communauté francophone en espérant d'avoir un impact sur votre pratique. Et avec moi, j'ai Véronique qui va se présenter. Oui, merci Lisanne. C'est ça, mon nom c'est Véronique Guittard. Je suis diététiste immatriculée ou diététiste professionnelle au Nouveau-Brunswick. Je fais partie de l'Association des diététistes du Nouveau-Brunswick. Et dans le fond, quoi dire? J'ai gradué avec un baccalauréat en nutrition à l'Université de Moncton et j'ai complété mon internat en diététique à l'hôpital régional de Saint-Jean. Puis, depuis ce temps-là, j'ai travaillé en plusieurs différents milieux, soit des milieux cliniques, comme diététiste pour les magasins Sobeys pour plusieurs années et finalement en pratique privée, où j'offre du counseling nutritionnel pour une variété de différentes choses. J'ai plus de 10 ans d'expérience dans ce domaine-là. Mais j'ai certainement une place dans mon cœur pour tout ce qui est nutrition périnatale et pédiatrique, là. Ça me fait vraiment plaisir d'être là aujourd'hui pour discuter d'alimentation sensible avec vous, qui est un sujet qui est très important pour moi, non seulement professionnellement, mais aussi personnellement, puisque je suis maman de 2 jeunes enfants également. Donc, merci d'être là. Parfait, merci Véronique. Alors, on aimerait aussi souligner les co-chercheuses principales de ce projet, la Dr. Jessie Lee McIsaac de l'Université Mont-Saint-Vincent et la Dr. Misty Rossiter de l'Université de l'Île du Prince-Édouard, ainsi que le reste de leur équipe interdisciplinaire que vous voyez à l'écran, qui a partagé au projet au fil des ans. L'équipe était composée de diététiciennes agréées et d'autres professionnels ayant une expertise dans les domaines de la recherche, de la nutrition et de la petite enfance, ce qui a été un atout majeur pour ce projet. Alors, avant de vraiment s'embarquer dans le contenu, on aimerait débuter avec un peu d'interaction, une petite occasion pour réfléchir sur votre pratique.
Alors, pensez à quel est un aliment ou un boisson préféré dans votre programme d'apprentissage et de garde de jeunes enfants. Alors, vous n'avez pas besoin de le mettre dans le chat ou rien, tout simplement de songer à qu'est-ce qui est un aliment ou un boisson préféré dans votre programme d'apprentissage et de garde de jeunes enfants. Alors, l'ordre du jour pour ce soir, on va passer à travers les objectifs d'apprentissage, le rôle des éducateurs et éducatrices et les avantages de l'alimentation sensible, ce que nous avons entendu de vous au sujet de la nutrition et de l'alimentation, le projet Celebrate Feeding, l'approche Celebrate Feeding et les trois grands thèmes du programme, le langage et l'heure du repas. On va aussi discuter des défis courants et des solutions possibles et on terminera avec une période de questions-réponses. Les objectifs d'apprentissage pour la session sont de découvrir comment l'alimentation sensible s'aligne avec les normes et les lignes directrices en matière d'alimentation et de nutrition au sein des programmes d'éducation et de la garde de jeunes enfants, d'apprendre ce qui signifie l'alimentation sensible et comment elle se traduit dans la pratique quotidienne, découvrir les moyens pratiques d'intégrer l'alimentation sensible dans votre propre environnement et identifier les défis et les changements possibles dans vos pratiques. Alors, comme vous le savez, les normes alimentaires et nutritionnelles applicables au programme d'éducation préscolaire et de garde de jeunes enfants de la Nouvelle-Écosse ont récemment été mises à jour. Les nouvelles normes sont alignées avec le Guide alimentaire canadien actuel et continuent de promouvoir l'accès à une alimentation saine dans les environnements alimentaires favorables, sensibles et inclusifs. Cette mise à jour inclut une plus grande intégration des approches alimentaires sensibles. Puis nous sommes ravis de voir apparaître de nouvelles sections sur le langage et l'alimentation sensible aux besoins, l'environnement d'alimentation et une section consacrée à la création de possibilités d'apprentissage sur la nourriture pour les enfants. D'autres sections, telles que le modelage d'attitudes positives à l'égard de la nourriture et l'alimentation, et éviter de rattacher la nourriture à des comportements, sont des sections clés liées à l'alimentation sensible et elles ont également été enrichies dans ce nouveau contenu. Les sections consacrées aux environnements alimentaires inclusifs et aux pratiques adaptées à la culture ont également été mises à jour. Les environnements alimentaires sont inclusifs lorsque les besoins de tous les enfants sont satisfaits, que tous les enfants peuvent partager, apprendre et célébrer la diversité des aliments, des pratiques et des traditions alimentaires. Il s'agit d'un contenu important qui reflète les dernières données scientifiques en faveur du développement et de la croissance saine des jeunes enfants et qui favorise l'inclusion de diverses manières. Une séance d'information sur les normes nutritionnelles mises à jour et une autre sur la planification des menus ont été organisées au cours des derniers temps. Ces deux séances sont disponibles sur le site web de l'Éducation et du développement de la petite enfance via le lien que vous voyez sur l'écran, dans la petite bulle jaune. Dans ce webinaire, nous nous concentrons sur les approches de l'alimentation sensible et sur le rôle important que jouent les éducateurs en matière d'alimentation et de nutrition. On va embarquer maintenant dans le rôle important des éducateurs et éducatrices dans la nourriture et l'alimentation. Alors, l'importance de l'environnement de service de garde sur la santé et le bien-être des enfants a été largement documentée. Nous savons que les éducateurs et éducatrices de la petite enfance sont les experts en matière de développement de la petite enfance. La plupart des jeunes enfants sont inscrits à des programmes d'éducation et de garde d'enfants. Les repas font partie intégrante de la routine dans ces services de garde et les enfants consomment une grande partie de leur apport quotidien dans ces environnements.
Alors, les programmes de garde d'enfants et d'éducateurs jouent donc un rôle essentiel dans le développement des comportements liés à l'alimentation précoce des enfants. Il existe de nombreuses raisons importantes de créer un environnement alimentaire sensible. L'alimentation sensible est une pratique exemplaire fondée sur des preuves. Mais l'alimentation sensible peut aussi parfois porter des défis. Dans nos recherches, les éducateurs et éducatrices demandent souvent un soutien supplémentaire, en particulier dans certaines situations alimentaires portant un plus grand défi. Par exemple, les éducateurs et éducatrices ne savaient parfois pas comment encourager les enfants à manger sans leur mettre de la pression. Les éducateurs sont également confrontés à des priorités conflictuelles pendant les repas. Alors, parfois, c'est de l'importance de respecter l'horaire ou de veiller au respect des règles d'hygiène, ce qui limite parfois leur capacité à s'asseoir et à profiter des repas avec les enfants. Qu'entend-on par l'alimentation sensible? Tout ce projet est au sujet de l'alimentation sensible. Mais qu'est-ce que c'est l'alimentation sensible au juste? Qu'est-ce que c'est vraiment? Alors, semblable au rôle parental sensible, dans l'alimentation sensible, les personnes qui s'occupent des enfants sont conscients de leurs besoins émotionnels et physiques. Ils permettent aux enfants d'exprimer leurs sensations de faim et de satiété et réagissent de façon appropriée et cohérente. Alors, au cœur de l'alimentation sensible se trouve un concept appelé la division des responsabilités. Ce concept a été développé par la docteure Ellen Satter, diétiste et psychothérapeute. La docteure Satter suggère que les personnes qui s'occupent des enfants décident quel aliment offrir, où et quand offrir les repas, et que les enfants décident quelle quantité d'aliments manger, quoi manger parmi ces aliments offerts et s'ils veulent manger ou non. Lorsqu'on suit ce concept, on obtient une expérience plus agréable à l'heure du repas, car la pression de manger est supprimée et les enfants sont les plus prêts à explorer les aliments. Lorsqu'il n'y a pas de pression de manger, les enfants développent aussi un sentiment d'autonomie et les compétences nécessaires pour autoréguler leur consommation de nourriture. Il est important de se rappeler que les enfants naissent avec cette capacité d'autorégulation et que leur consommation peut varier d'un repas à l'autre ou d'un jour à l'autre, ce qui est normal, même pour nous les adultes. D'autre part, c'est aussi prouvé qu'exercer de la pression et du contrôle sur les comportements alimentaires peut contourner les signaux de faim et de la satiété des enfants. Et ceci peut mener à une augmentation des aversions alimentaires, de l'alimentation émotionnelle, une consommation moindre de fruits et de légumes et même des trajectoires de poids sous-optimales. Les formes de pression peuvent inclure récompenser l'enfant avec la nourriture ou des objets non alimentaires pour avoir mangé, accorder une attention excessive à l'essai de nouveaux aliments et qualifier les aliments de sains ou mauvais pour la santé. Ces pratiques empêchent l'enfant de reconnaître leurs signaux de faim et satiété et peuvent entraîner des sentiments de culpabilité ou de honte s'il mange ou ne mange pas certains aliments. Au contraire, dans un environnement d'alimentation sensible, nous voulons exposer les enfants à une variété d'aliments dans un environnement sain et favorable sans les pousser à manger. Alors, l'équipe a fait du travail pour déterminer quels sont les comportements ou les pratiques qui constituent un environnement d'alimentation sensible. Ce qui en a ressorti est leur approche de l'alimentation sensible que vous voyez à l'écran. Elle a été mise à jour et révisée au fur et à mesure de l'avancement de leur recherche. Comme vous voyez dans le diagramme, l'approche se compose de 12 comportements ou pratiques qui sont interdépendants, mais qui peuvent être regroupés en pratiques liées au programme, en pratiques spécifiquement liées au langage et en pratiques réellement axées sur le comportement à l'heure des repas.
Je ne vais pas les lire, mais nous allons les passer en revue plus en détail tout au long de la session ce soir. L'approche consiste à présenter l'idée qu'il existe un certain nombre de comportements et de pratiques de l'alimentation sensible pris ensemble qu'une fois qu'ils sont pris ensemble, peuvent avoir des résultats positifs pour l'enfant. Alors, quels sont les résultats possibles d'une alimentation sensible? Lorsque les enfants sont exposés à un environnement d'alimentation sensible ou à des éducateurs qui pratiquent des approches sensibles vis-à-vis de l'alimentation et de la nourriture, l'objectif ou le résultat final est le suivant. Les enfants développent leur confort pour une grande variété d'aliments et de textures. Les enfants ont l'occasion d'avoir une alimentation adéquate. Les enfants pratiquent l'autorégulation en répondant à leurs sensations de faim et de satiété. Et, en fin de compte, les enfants développent une relation positive, durable avec la nourriture. Alors que nous partageons toutes les informations sur les normes et les pratiques qui soutiennent l'alimentation sensible, il est important de reconnaître que le changement est difficile, en particulier pour l'alimentation. Alors, au cours de cette session, nous allons partager des informations sur des pratiques fondées sur des preuves qui soutiennent l'alimentation sensible et peuvent contribuer aux résultats qu'on a partagés. Comme vous voyez à l'écran, on a l'utilisation des pratiques de l'alimentation sensible au centre. Puis là, autour, vous voyez que, comprendre le pourquoi et le comment de l'alimentation sensible est important, est une importante étape essentielle envers changer les pratiques. Alors, on vous invite à réfléchir à vos propres connaissances. Lors de votre inscription, nous avons demandé dans quelle mesure vous étiez familier et à l'aise avec l'alimentation sensible. La plupart d'entre vous étiez familiers, alors environ 70%, mais vous étiez moins nombreux à vous sentir à l'aise pour mettre en œuvre ces pratiques, 40%. Alors, nous savons également que diète familier ne suffit pas. Nous devons également croire en l'alimentation sensible et la valoriser en tant qu'approche. Nous savons que les valeurs et les croyances personnelles liées à l'alimentation se forment dès le plus jeune âge. Notre rapport à la nourriture et notre rôle en tant qu'éducateurs et éducatrices sont influencés par nos propres expériences. Alors, réfléchissez à vos propres expériences liées à l'alimentation. Était-elle joyeuse? Ou les repas étaient-ils difficiles car votre autonomie d'enfant n'était pas respectée? Est-ce que c'était peut-être difficile en raison de la situation familiale ou de la pénurie alimentaire? Nos croyances et nos valeurs sont également façonnées par les normes culturelles. Pensez au marketing alimentaire et à la culture du régime. Comment ceux qui ont influencé votre façon de considérer l'alimentation dans votre vie et comment cela influence-t-il votre approche de l'alimentation en tant que soignant et éducateur? Enfin, alors que nous envisageons de modifier nos pratiques pour favoriser une alimentation sensible, un autre facteur de changement est la manière dont vous pourriez être soutenu pour mettre en œuvre cette approche dans votre environnement d'apprentissage. Bénéficiez-vous du soutien de vos pairs, de votre directeur ou d'autres membres du personnel d'encadrement, des parents? Tous ces éléments, ainsi que vos connaissances et vos valeurs, jouent un rôle dans votre évolution vers une modification de vos pratiques afin de favoriser une alimentation sensible. Alors, pour revenir au diagramme à l'écran, on a connaître le comment et le pourquoi de l'alimentation sensible est important, se sentir soutenu dans l'utilisation d'une approche d'alimentation sensible et valoriser et croire dans une approche d'alimentation sensible fait tout partie des éléments importants quand on utilise des pratiques d'alimentation sensible. Alors que nous parlons de notre changement, nous vous encourageons à y réfléchir sur un continuum. À mesure que nous partageons de nouvelles informations et pratiques, nous vous encourageons à les envisager
comme faisant partie de votre cycle de la planification réfléchie que vous reconnaissez, probablement du cadre pédagogique. Et soyez gentil avec vous-même dans votre progression vers le changement. Ce que nous faisons pour soutenir les enfants en matière d'alimentation est difficile. En effet, vos actions sont influencées par vos valeurs profondes et votre contexte social, ou plus simplement votre entourage. Cela peut sembler différent selon le jour et le moment, en fonction de ce qui se passe autour de nous. Nous vous encourageons à songer individuellement et avec les autres à ce qui se passe dans votre programme et à identifier les mesures que vous pouvez prendre pour évoluer vers des pratiques alimentaires les plus adaptées aux enfants. Parce que, comme vous voyez à l'écran, nous pouvons tous nous trouver à des endroits différents, à des moments différents. Puis on est tous sur ce continuum-là de changement de moins sensible à plus sensible. Alors, on vise à se rendre à plus sensible, petit pas à petit pas. Il est important aussi de souligner que tous ces efforts reviennent à notre image de l'enfant. Suite au projet que le ICCRC a fait, une participante a partagé ce lien étroit entre l'alimentation sensible et le cadre pédagogique. Elle nous a partagé que dans tous les aspects de la vie d'un enfant, elle le considérait capable et confiant. Mais elle a remarqué que ni elle, ni les éducateurs et éducatrices n'avaient cette même perspective des enfants lorsqu'il s'agissait de l'alimentation. Très intéressant. Alors, cette participante nous a partagé que cela avait été une grande révélation pour elle de réaliser que les enfants étaient bien sûr capables de se comporter correctement pendant les repas lorsque nous, les adultes, avions cette image d'eux. Je vous invite donc à réfléchir à ceci, que les enfants sont capables de s'autoréguler en répondant à leurs sensations de faim et de satiété, que les enfants gagnent en confiance gagnent en confiance face à une grande variété d'aliments et de textures lorsque on leur donne la possibilité d'explorer sans pression pour manger, puis que les enfants développent de la curiosité envers les aliments grâce à des expériences joyeuses qui favorisent une relation positive avec la nourriture. Alors, on va aller maintenant dans des citations de ce que nous avons entendu de vous. Alors, dans le questionnaire d'inscription, on vous a demandé, parce qu'on voulait savoir qu'est-ce que vous souhaitez apprendre au sujet de l'alimentation sensible. Les réponses étaient très variées, allant de tout à quelques conseils, en passant par « je suis assez à l'aise avec ce concept, mais j'aimerais peut-être rafraîchir mes connaissances ». Ces thèmes majeurs qui en ressortaient quand même étaient les moyens d'encouragement pour appuyer l'autonomie. Alors, par exemple, comment motiver les enfants à manger une diète variée, comment encourager les enfants à goûter de nouveaux aliments sans leur demander, maintenant que les enfants choisissent eux-mêmes ce qu'ils mangent, ou dans quelle mesure laisser les enfants décider ce qu'ils mangent et boivent et à quel moment. Un autre thème qui avait été soulevé était l'alignement avec les normes et les lignes directrices. Alors, comment les nouvelles normes directives s'intègrent dans l'alimentation sensible et comment cela peut être mis en pratique à grande échelle dans des centres accueillant plus de 160 enfants. Comment respecter les lignes directrices tout en soutenant les habitudes alimentaires des enfants. Un autre thème qui avait apparu, c'était l'inclusion. Alors, des gens qui voulaient savoir des stratégies d'alimentation sensibles adaptées aux enfants présentant un spectre de développement varié, y compris ceux qui ont des sensibilités sensorielles, des troubles du spectre de l'autisme et d'autres besoins en particulier. Puis d'en savoir plus sur l'introduction de nouveaux aliments et encourager les enfants ayant des besoins divers à participer davantage au repas. Notre thème était le langage
Alors, vous cherchiez des conseils et langages pour inviter les enfants à découvrir de nouveaux aliments et de nouvelles saveurs. Quel type de conversation pouvons-nous avoir avec les enfants au sujet de ce qu'ils mangent? Puis, langage à utiliser pendant les repas. Comment aider les enfants qui ont besoin d'encouragement, mais sans mettre de pression. L'autre thème était l'environnement positif. À quoi cela devrait ressembler et conseils pour favoriser un environnement alimentaire sensible, puis comment créer un environnement alimentaire positif. L'autre thème était les connaissances et le soutien pour les autres. Alors, les gens ont dit que, par exemple, je veux simplement m'assurer que mes connaissances et mes pratiques sont à jour. On peut toujours apprendre quelque chose de nouveau et je veux m'assurer que je connais les normes actuelles. J'aimerais en savoir plus sur la manière d'aider les enfants à écouter leurs propres signaux de faim et de satiété, sur la manière d'encourager les relations positives avec la nourriture et sur les moyens de gérer la sélectivité alimentaire de manière respectueuse et réactive. Dans le questionnaire d'inscription, on vous a aussi demandé qu'est-ce qui vous excite au sujet de l'alimentation et les repas avec les enfants dans l'éducation et la garde d'enfants. Encore une fois, on les a regroupés sous des grands thèmes. Un, c'était susciter la conversation. Alors, comment susciter la conversation lorsque les enfants découvrent de nouveaux aliments et qu'ils partagent leurs choix verbalement et non verbalement? De favoriser une relation saine avec la nourriture est un autre thème. Alors, comment utiliser la nourriture dans les programmes pour développer des avantages et un développement sain et durable. L'autre thème qui avait ressorti, c'était d'établir des relations. Alors, vous étiez excités pour cette partie-là de créer des liens, d'établir des relations, partager. Alors, par exemple, on a entendu partager un repas est un moyen universel de créer des liens avec les autres. J'adore voir les enfants manger sainement et être heureux. J'ai grandi dans une famille où la nourriture occupait une place importante dans l'hospitalité et l'accueil des gens à la maison. Un autre thème qui avait ressorti, c'était bâtir l'autonomie. Alors, quelqu'un avait dit, suivre les indications et les besoins des enfants, veiller à ce que tous les enfants aient accès à la nourriture et se sentent en sécurité dans les programmes et les CPE. Les voir essayer de nouvelles choses et choisir les aliments qu'ils aiment, les encourager à se servir eux-mêmes en leur permettant de se servir leur propre nourriture et leur boisson. Un autre thème qui avait ressorti, c'était l'exploration de nouveaux aliments. Alors, l'idée qu'ils puissent explorer différents types et textures d'aliments qu'ils n'auraient peut-être pas l'occasion de goûter à la maison. Puis, enfin, le dernier thème, c'était d'élargir nos connaissances. Alors, d'avoir hâte d'apprendre et d'entendre des autres ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Que toutes les opportunités que la nourriture et l'alimentation offrent pour l'apprentissage socio-émotionnel et l'exploration culturelle, d'atteindre le rapport nutritionnel quotidien, etc. L'autre thème, c'était les défis de santé aiguë et chronique. Alors, quoi faire pour gérer des défis comportementaux liés au repas et à divers cultures et besoins alimentaires. Alors, déjà, on parlait des inquiétudes au niveau de l'étouffement, des allergies, etc. L'autre chose qui était une inquiétude était la clarté et la communication autour de la nourriture et l'alimentation. Les encourager, par exemple, trop, ce qui les dissuade de manger, et des gens qui pensaient, qui s'inquiétaient de la manière de rendre les repas calmes et agréables pour tous les enfants, en particulier lorsqu'il y a des personnalités, des humeurs et des besoins différents à la table. Ou de cette inquiétude-là de dire ou faire quelque chose de mal. L'autre inquiétude était les relations malsaines avec la nourriture et l'alimentation. Alors, comment encourager ceux qui ont besoin de soutien sans franchir la limite qui causerait des dommages émotionnels en les encourageant?
L'autre inquiétude était la flexibilité dans les aliments proposés. Comment proposer des options alimentaires intuitives à tous les enfants tout en respectant les règlements du guide alimentaire. Puis, dans cette voilà aussi l'inquiétude de gaspillage de nourriture, que si on propose tous ces aliments-là, puis que les enfants ne les choisissent pas, est-ce que c'est qu'on revient à avoir beaucoup trop de gaspillage de nourriture? Alors là, pour vous partager vraiment le projet Celebrate Feeding qui avait été fait dans le cadre de Celebrate Feeding. Alors, c'est dans ce contexte que notre équipe a réalisé une étude de faisabilité visant à déterminer si une idée était viable. Nous avons conçu le programme accompagnement dans les environnements d'éducation et de garde de jeunes enfants pour bâtir une approche à l'alimentation sensible, également connue sous le nom de Celebrate Feeding, qui utilise une approche d'accompagnement pour élaborer un plan collaboratif visant à promouvoir une alimentation sensible dans 8 centres de garde d'enfants de l'île du Prince-Édouard et de la Nouvelle-Écosse. Alors, le projet de recherche a été mené de juin 2022 à décembre 2023. Puis, où il y avait une collaboration entre les éducateurs et éducatrices et les mentors en nutrition à la petite enfance pendant 6 mois de mentorat ou d'accompagnement. L'objectif était de soutenir la mise en œuvre d'une alimentation sensible en utilisant les comportements clés décrits dans notre approche. Nous reviendrons sur ce comportement tout au long de notre présentation. Là, comme vous voyez encore une fois à l'écran, notre diagramme de Celebrate Feeding avec les comportements des éducateurs et éducatrices dans ces grandes lignes-là du programme Le langage et le repas. Puis, au bas du diagramme, vous voyez les 4 résultats qu'on a partagés tantôt. Alors, à quoi ressemblait l'accompagnement des éducateurs et éducatrices au cours du projet? Le processus d'accompagnement a débuté par un webinaire d'introduction destiné à tous les centres suivis d'une première visite d'accompagnement sur place. Au cours de cette visite, des objectifs individualisés ont été fixés avec les éducateurs et éducatrices et le personnel afin de se concentrer sur les aspects de l'alimentation sensible qui étaient prioritaires pour chaque centre. Alors, c'était vraiment pointé à qu'est-ce qui était prioritaire pour chacun des centres. Ainsi, même si l'accompagnement était globalement similaire, nous avons proposé les mêmes webinaires et les mêmes ressources et étaient également adaptés aux priorités de chaque programme. Par exemple, certains éducateurs et éducatrices souhaitaient se concentrer sur la capacité des enfants à se servir eux-mêmes, tandis que d'autres préféraient travailler sur leur langage autour de l'alimentation et de la nutrition. Puis, pendant les 6 mois suivants, les mentors, des diététistes professionnels ont rendu visite à chaque programme une fois par mois. Ils ont travaillé aux côtés des éducateurs et éducatrices, leur ont fourni des informations sur les meilleures pratiques, leur ont montré et leur ont donné l'exemple de comportements à adopter. Et ils étaient également disponibles par téléphone ou par courriel pour les aider entre les visites. Après l'accompagnement, les éducateurs et éducatrices nous ont dit que le délai entre les visites leur avait permis de mettre en pratique les nouveaux changements et d'obtenir davantage de commentaires et du soutien lors de la visite d'accompagnement suivante, ce qu'ils ont trouvé très utile. Voici quelques exemples des ressources que les centres ont reçues à chaque mois. Alors, comme vous voyez à l'écran, il y avait des livres, des petites pinces, des sujets de table, des bols de service, des cuillères pour bébé. Alors, les livres, des activités reliées à la nourriture et en dehors des heures de repas. Alors, ça leur permettait par des activités reliées à la nourriture en dehors des heures de repas, des petites pinces pour permettre aux enfants de se servir eux-mêmes. Des sujets de table pour vraiment avoir des sujets de conversation non liés à la nourriture lors du repas à leur disposition.
Puis des boîtes de service pour permettre aux enfants de se servir eux-mêmes, puis des cuillères pour bébés pour permettre aux bébés de se servir et se nourrir. Autre appui à l'accompagnement étaient des modules et ateliers virtuels de Nourishing Beginnings, des débuts nourrissants des producteurs laitiers du Canada, des webinaires facultatifs de Infant Feeding, Menu Planning et Learning to Like Rethinking Picky Eating. Les éducateurs et éducatrices ont suivi un module en ligne autodirigé de 60 à 90 minutes. Puis en deuxième partie, après avoir terminé le module en ligne, les éducateurs et éducatrices se sont inscrits à l'une des 2 sessions virtuelles synchrones animées par nos mentors en nutrition afin d'assurer la continuité du message et soutenue par une diététiste professionnelle des producteurs laitiers du Canada. Les éducateurs ont eu la possibilité de participer à 3 webinaires facultatifs avec les mentors en nutrition, comme que je viens de mentionner tantôt. Les thèmes ont été choisis en fonction des commentaires et des questions décentes. Puis enfin, les mentors ont fourni des ressources physiques et des documents afin de créer un environnement plus propice. Alors, il y avait des bulletins d'information mensuels, puis des publications sur les réseaux sociaux, mais tout plein de ressources pour accompagner l'éducateur. Alors, nous avons offert les appuis d'accompagnement suivants. Des bulletins d'information par courriel, des ressources physiques, exemple les livres, des ustensiles de service, etc. Des publications sur les réseaux sociaux, l'accompagnement dans la salle de classe, l'accompagnement d'un mentor virtuel, des webinaires virtuels, des documents d'appui. Quel type d'accompagnement vous serait le plus utile? Alors, pensez en réfléchissant à tous les types d'appui ou de ressources qu'on avait offerts lors du projet. Si vous pouviez choisir 3 options, quelles seraient les 3 options que vous choisiriez que vous pensez qui vous serait le plus utile? Vous voyez les documenter dans le chat. Alors là, on va embarquer dans nos découvertes et nos résultats lors du projet, mais très brièvement. Alors, on va vous donner un aperçu des résultats, mais un très bref aperçu pour gagner du temps. Des infographies et des publications sont également disponibles sur notre site web pour une analyse plus approfondie. Mais en bref, toutes nos conclusions ont démontré que les centres avaient créé un environnement alimentaire plus sensible après l'accompagnement. Tous les éducateurs qui ont répondu à l'enquête ou au questionnaire de post-intervention ont estimé que ce projet les avait aidés à créer un environnement alimentaire plus sensible. La totalité des scores d'observation 6 mois après l'accompagnement se sont avérés nettement supérieurs à ceux enregistrés avant l'intervention. Puis tous les directeurs et directrices ont déclaré continuer à prioriser l'alimentation sensible 6 mois après l'accompagnement. Voici des citations qu'on a eues des éducateurs et des éducatrices suite au projet. Ou suite à leur participation au projet. Cela a changé considérablement la consommation alimentaire dans la salle lorsque la pression a disparu, quand, à qui mangeait quoi et en quelle quantité. Et vous savez, certaines de ces habitudes sont ce que j'appellerais des anciennes habitudes qui se transmettent d'une génération en génération. L'autre citation, je m'occupais généralement des enfants plus âgés et je trouve que lorsqu'ils se servent eux-mêmes et choisissent ce qu'ils veulent manger,
Cela bâtit considérablement leur confiance en eux et favorise vraiment leur motricité fine. Je pense qu'il est très important pour eux de pouvoir faire cela, de décider ce qu'ils mangent et de choisir la quantité qu'ils veulent prendre. Je pense que ce sont de très bonnes leçons pour eux. Alors là, on va passer vraiment à quoi ça ressemble en pratique et je vais passer la parole à Véronique qui va nous guider dans cette partie-là de qu'est-ce que ça ressemble vraiment dans la pratique. Lisanne, pour toutes ces informations. Donc, c'est ça, on va parler de, OK, comment est-ce qu'on met en pratique l'alimentation sensible? On va vous donner quelques petits trucs pour vraiment que ça soit là, quelque chose de valable pour vous. Donc, tu peux aller à la prochaine diapo. Cette diapositive ici, oh, de trop Excuse. rapide, c'est bien correct. Celle-ci, là, c'est juste pour se rappeler qu'on va parler de comment appliquer l'alimentation sensible selon les 3 volets du programme Celebrate Feeding. Donc, on va vous donner des petites astuces là, au niveau des comportements à privilégier au niveau du programme, du langage et des repas. Puis, je veux juste aussi attirer votre attention au coin droit de la diapositive. Là, vous voyez un petit encadré vert avec des petites étoiles. Donc, pour chaque comportement, on va indiquer quelles normes sur l'alimentation et la nutrition qu'on appuie avec ce comportement-là. Tu peux aller à la prochaine diapo. Alors, commençons justement par explorer la première catégorie, le programme Celebrate. Donc, notre premier comportement, c'est de soutenir des routines de repas cohérentes et sensibles qui engagent les enfants. On sait à quel point que les routines sont importantes dans la garde des jeunes enfants, puis aussi à quel point que c'est important de communiquer les routines et les attentes aux enfants au cours de la journée, soit avant, pendant et après les repas et les collations. Alors, en établissant des routines cohérentes et sensibles, ça réduit justement le stress lié au repas, en particulier chez les enfants qui sont peut-être un peu plus anxieux face à la nourriture. Et donc, en réduisant le stress, on augmente les chances que les enfants soient plus impliqués et soient plus confortables à venir à table pour découvrir des aliments. Qu'est-ce qu'on peut faire pour mettre cela en pratique? Eh bien, le support, ça peut commencer en dehors des heures de repas, puis inclure des choses peut-être comme la planification des repas et la préparation des aliments. Donc, on peut peut-être inclure les enfants dans ce processus. On peut aussi passer en revue les routines de la journée et indiquer aux enfants à quel moment que les repas seront servis par rapport aux autres activités. Alors, par exemple, on peut dire on va dîner après avoir joué dehors. Puis à la fin des repas et des collations, rappeler aux enfants quand aura lieu le prochain repas aussi. Et sur ce, ben, des horaires visuels et des menus illustrés peuvent être affichés pour que les enfants puissent voir ce qui sera servi. Et bien sûr, le fait que les enfants préparent et débarrassent la table, se lavent les mains, etc., seront tous des façons de soutenir des routines de repas cohérentes et sensibles. Mais une autre pratique importante et parfois difficile concerne la capacité des enfants à demeurer assis à table. Donc, on doit planifier soigneusement afin que les enfants n'attendent pas trop longtemps avant que la nourriture soit servie, tout en reconnaissant que les enfants mangent à un rythme différent. Donc, idéalement, les enfants devraient pouvoir quitter la table lorsqu'ils ont fini de manger pour favoriser leur autonomie dans la décision là, de déterminer s'ils ont fini leur repas. Donc, dans un monde parfait, un environnement d'alimentation sensible, on permet aux enfants de quitter la table lorsqu'ils sont prêts. Donc, notre prochain comportement, c'est d'éviter l'utilisation de la nourriture comme récompense. Euh, ça veut dire qu'on n'utilise pas la nourriture comme renforcement pour un comportement souhaité comme la propreté, le partage ou l'écoute. Récompenser avec de la nourriture, ça peut en effet emmener les enfants à manger pour des raisons autres que la faim, au lieu d'être à l'écoute de leurs signaux internes de la faim et la satiété. Et on veut que nos enfants mangent lorsqu'ils ont faim et qu'ils s'arrêtent lorsqu'ils sont satisfaits ou lorsqu'ils sont rassasiés, non parce qu'on leur a promis un chocolat s'ils finissent leur assiette. Puis là, c'est pas toujours vrai pour les centres de garde, mais en général, les récompenses alimentaires sont souvent des aliments qui sont riches en matières grasses ou en sucre, ce qui peut les rendre plus attrayants. Puis on veut essayer d'éviter de créer ce lien-là, que les aliments comme des bonbons ou des croustilles sont plus attrayants que des fruits et des légumes, par exemple.
C'est sûr que la situation est un peu plus complexe lorsqu'il s'agit d'enfants qui suivent un programme de développement spécialisé ou qui souffrent d'un trouble alimentaire. Donc, dans ce cas-là, la nourriture pourrait être identifiée comme un facteur de motivation par l'équipe soignante. Mais l'approche Celebrate permet de prendre en compte là, des situations particulières comme celle-là. Et dans la mesure du possible, on veut quand même remplacer la nourriture comme facteur de motivation, quoique ce n'est pas toujours possible. Ensuite, on parle d'engager les familles dans la nourriture et l'alimentation. Ce comportement ici peut être un peu plus challenging parce que certaines pratiques favorisant une alimentation sensible peuvent aller à l'encontre des croyances antérieures sur l'alimentation et la nourriture. Pensez à vos propres croyances ancrées loin dans votre cerveau. Par exemple, on vous a peut-être dit lorsque vous étiez enfant de finir tout ce qu'il y a dans ton assiette, sinon c'est un manque de respect. Ou peut-être qu'on vous a dit de manger tout ce qu'il y a dans ton assiette parce que ça va te rendre grand et fort. Même si l'intention était bonne, ces commentaires-là peuvent empiéter sur les signaux internes de la faim et de la satiété de l'enfant. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour engager les familles puis les faire comprendre cela? On peut premièrement partager des ressources fondées sur des preuves pour transmettre les messages cohérents entre les meilleures pratiques à la maison et au centre. Et en effet, il y a plusieurs ressources qui sont disponibles sur le site web Celebrate Feeding que vous pouvez télécharger gratuitement. On peut aussi inviter les familles à participer aux repas et aux collations pour voir comment ça se passe. Puis finalement, créer des occasions pour les familles à partager des idées et des informations qui sont liées à l'alimentation sans porter de jugement afin qu'on puisse comprendre mieux la culture, le contexte et les valeurs familiales. Et sur ce, on veut aussi refléter différentes cultures familiales, pratiques alimentaires et besoins alimentaires spécifiques pour célébrer la diversité et l'inclusion, bien sûr. Donc, on peut le faire à travers de livres, de fiches de recettes, des normes alimentaires qu'on applique aussi, là, qui reflètent les différentes cultures, contextes et valeurs familiales. Alors, en faisant cela, les enfants apprennent que chacun a ses propres goûts et ses propres dégoûts. En anglais, on dirait Don't yuck my yum ou ne critique pas ce que j'aime. Alors, on peut célébrer vraiment ces différences-là. C'est important de le faire en utilisant un langage simple et inclusif aussi, surtout lorsqu'on explique aux enfants, par exemple, les allergies alimentaires ou les restrictions alimentaires, afin qu'on respecte les besoins de tous. Alors, ici, sur cette diapo-là, on vous montre des photos qui ont été prises dans l'un des centres qui a participé au projet. On voit des images d'aliments provenant du monde entier. Donc, vraiment un excellent moyen là, d'enseigner aux enfants d'où proviennent leurs aliments, d'où proviennent leurs repas. Et à la droite, on voit aussi une affiche qui indique notre dîner aujourd'hui provient du Trinidad. Bon. Ensuite, on veut aussi fournir des occasions répétées pour explorer les aliments. C'est le dernier comportement au niveau du programme, puis je dirais que c'en est peut-être un qui est un petit peu plus difficile. Donc, dans le fond, on veut permettre aux enfants, d'explorer ces nouveaux aliments-là sans s'attendre à ce qu'ils les mangent. Puis c'est très important pour permettre aux enfants de développer justement leur confort avec ces aliments-là, de nourrir leur curiosité et de renforcer leur confiance en tant que mangeurs compétents. Tu as noté aussi que certains enfants là, ont parfois besoin de voir ou d'interagir avec des aliments à plusieurs reprises avant même de le goûter ou de juste l'emporter à leur bouche. Vous avez peut-être déjà entendu parler du fait que ça peut prendre jusqu'à 20 expositions. Donc, si un enfant n'a pas aimé quelque chose pour la première fois, ça ne veut pas dire qu'il ne va jamais l'aimer ou qu'il ne l'aimera pas plus tard. Donc, on devrait continuer là, à lui proposer cet aliment-là régulièrement. Et pour aider justement avec l'acceptation de nouveaux aliments, dans la mesure du possible, on aimerait proposer des aliments soit familiers ou bien acceptés en même temps que les nouveaux aliments. Là, tu as noté que l'exploration peut se faire pendant les repas, mais aussi pendant le jeu. Alors, on peut offrir de nombreuses opportunités aux enfants d'explorer les aliments avec les 5 sens, soit la vue, l'odorat, le toucher, le goût et même l'ouïe, pendant les repas, mais aussi à travers des activités comme le jardinage, la cuisine, même des activités sensorielles, ou des livres, des chansons et des matériels qui sont liés à la nourriture. On doit toutefois être conscient et sensible au gaspillage alimentaire, aux valeurs culturelles et circonstances socio-économiques lorsqu'on encourage les enfants de découvrir de nouveaux aliments. Juste parce que dans certaines cultures, ça peut être
par exemple, inapproprié de jouer avec de la nourriture ou le gaspillage alimentaire, entre guillemets, là, peut être inapproprié pour des enfants qui sont issus de familles en situation d'insécurité alimentaire. Donc, il existe des initiatives, par contre, euh, autour de la réutilisation de déchets alimentaires. Par exemple, on pourrait utiliser les pelures de carottes au lieu d'utiliser la carotte elle-même pour le jeu. Parfait. Donc, ça, c'était tous nos comportements au niveau du programme. Puis là, on va juste prendre un petit moment de réflexion. On vous a partagé beaucoup d'informations jusqu'à date, mais ce que j'aimerais faire maintenant, c'est, si vous regardez au carré, là, on veut songer à quel comportement au niveau du programme que vous avez bien maîtrisé. Vous les verrez, ils sont tous en bas de page. Donc, qu'est-ce qui fonctionne bien pour vous dans votre centre ou dans votre pratique? J'aimerais aussi que vous songiez au cercle. Quel comportement au niveau du programme qui vous circule un petit peu plus dans la tête, hein, lesquels vous portent des défis ou que vous n'êtes pas totalement en accord avec. Donc, pensez à ça, puis on pourra y revenir là, peut-être plus tard. Et finalement, si on pense au triangle, quel comportement au niveau du programme souhaiteriez-vous changer dans votre pratique? Il y aurait quelque chose que, c'est demain, je m'y mets, je vais faire des changements, ça serait lequel que vous aimeriez commencer avec? Si vous voulez, vous pouvez mettre votre réponse dans la boîte des commentaires. Parfait, ben merci pour ça. Et donc là, on va passer au prochain volet, on va parler du langage Celebrate. Bon, le premier comportement au niveau du langage, c'est de limiter la pression exercée sur les enfants pour qu'ils mangent. Un autre comportement très important, mais parfois un petit peu plus difficile à mettre en pratique. Il existe plusieurs raisons pour lesquelles, en tant qu'éducateur ou éducatrice, on peut peut-être exercer une pression sans le savoir ou sans le vouloir. Mais lorsque les enfants sont régulièrement poussés à manger, ils vont cesser progressivement de suivre leurs propres signaux de la faim et de la satiété. Puis c'est quoi la pression? Ben, la pression, c'est les compliments, les encouragements, les félicitations qui sont peut-être destinées à inciter ou persuader les enfants à soit goûter ou manger un aliment. Même si que ça peut sembler positif, ça peut être perçu comme une pression par l'enfant. Alors, dire des choses comme encore une bouchée ou mange ton poulet, ça va te rendre grand et fort ou je suis si fière de toi pour avoir mangé tes fruits. Ou même quelque chose comme ça suffit avec le pain, t'en as eu assez. Ça, c'est toutes des choses qu'on devrait essayer d'éviter de dire. Puis je le sais, là, c'est difficile. Je suis diététiste, puis je le fais moi aussi parfois, sans le vouloir. Mais dans le fond, c'est ça. La pression, ça peut quand même avoir l'effet inverse, puis ça peut entraîner un comportement contraire à ce qu'on recherche. Donc, le fait d'inciter un enfant à goûter à un nouvel aliment peut le rendre moins intéressé, justement, de le manger. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour encourager les enfants à manger sans pression? Si nécessaire, essayez d'encourager doucement les enfants à rester concentrés sur la tâche. Donc, des questions simples comme est-ce que tu vas boire ton lait ou est-ce que tu as fini de manger tes fruits peuvent maintenir leur attention sur le repas sans nécessairement poser de pression. Ensuite, sur la même longueur d'onde, on veut aussi utiliser un langage neutre et sans jugement lorsqu'on parle de nourriture. On sait que le langage qu'on utilise lorsqu'on parle d'alimentation, ça peut avoir un impact sur la façon, excusez, dont les enfants perçoivent la nourriture et l'alimentation, et dans le fond, sur leur relation avec la nourriture. Ceci, c'est particulièrement important si que les enfants mangent des choses différentes au repas et aux collations. Lorsque les aliments sont qualifiés de mauvais ou malsains, les manger, ça peut donner justement l'impression de faire quelque chose de mal. Et cela peut créer une relation malsaine avec la nourriture au fil du temps et entraîner des comportements comme cacher les aliments ou même manger en cachette. On veut plutôt créer un environnement sûr et positif pour que les enfants puissent apprécier une variété d'aliments et éviter d'associer des sentiments de culpabilité et de honte à la nourriture. Alors, au lieu, on peut peut-être mettre l'accent sur la découverte. On veut parler de couleur, de forme, de goût, de texture. Tu sais, on peut dire des choses comme oh, est-ce que toi, ça goûte-tu acidulé ou ça goûte sucré? Est-ce que c'est croquant ou c'est mou quand ce que tu manges ça? Donc, cette approche-là va plutôt susciter la curiosité sans poser de jugement.
On peut aussi appeler les aliments justement par leur nom, tout simplement, au lieu de les qualifier de sains ou de malsains, de bons ou de mauvais. Donc, par exemple, un gâteau, c'est un gâteau, tout simplement. C'est pas nécessairement un dessert ou une friandise, hein. Des croustilles, c'est tout simplement des croustilles au lieu d'être une traite. Donc, de cette façon-là, on met les aliments sur le même niveau, hein. Les gâteaux, les croustilles sont au même niveau que les fruits, les légumes, les sandwichs, par exemple. Il n'y en a pas un qui est plus important que l'autre. Et là, utiliser un langage neutre, ça signifie aussi de rester neutre face aux préférences alimentaires des enfants. Ça aussi, ça peut être difficile, hein. Lorsque un enfant aime ou n'aime pas un aliment, on ne veut pas montrer de signes de déception ou d'enthousiasme, parce que ça donne aux enfants plutôt la liberté, d'explorer les aliments à leur guise. Et finalement, éviter de parler de régime ou de poids devant les enfants parce que ça va détourner l'attention de l'aspect nourrissant et agréable de la nourriture pour le transformer en quelque chose de plutôt négatif. Donc, réfléchissez peut-être à vos propres préjugés, vos propres valeurs sociétales ou culturelles et même personnelles qui sont liées à l'alimentation. Puis, essayez d'y porter changement. Essayez de, si vous vous apercevez que vous dites quelque chose qui est un petit peu plus chargé, on veut modifier ça, puis utiliser un langage plutôt neutre. Et pour vous aider avec ça, on vous partage cette ressource ici qui est téléchargeable aussi sur le site web Celebrate Feeding. Donc, dans le fond, il y a des modifications langagières qu'on peut faire, hein, pour aller de moins sensible à plus sensible. Puis ça, je reviens justement à ce que Lisanne a dit tantôt. Donc, l'alimentation sensible, c'est vraiment un processus d'apprentissage continu. On est toujours à un bout ou un bout à l'autre là, de la flèche. Donc, on peut parfois être un petit peu moins sensible, mais en posant des changements, on devient plus sensible à la situation aussi. Alors, utilisons juste un exemple, là. Par exemple, si on utilise un langage moins sensible, on pourrait dire quelque chose comme mange tes oranges et tu pourras avoir un autre biscuit. Hein. On pose justement une contrainte sur manger les oranges ou plutôt sur avoir un biscuit. Euh, Là, encore moins sensible, on va mettre de la pression si on dit quelque chose comme ben, tes amis ont mangé leurs oranges, veux-tu pas les essayer toi aussi? Hein, ça, c'est clairement de la pression. Puis justement, ça pourrait faire en sorte que l'enfant va être moins intéressé, complètement désintéressé de manger ses oranges. Ensuite, les compliments. Encore une fois, ça sonne positif, mais c'est une forme de pression. «Tu as essayé tes oranges, yeah!» Puis on est super enthousiaste, on applaudit, waouh, on félicite l'enfant, mais l'enfant va peut-être penser: «Ah waouh, mon éducatrice est fière de moi, mais seulement à cause que j'ai mangé mes oranges». Donc, ne va pas nécessairement écouter à ces signaux internes de la faim de la société. Lorsqu'on est plus sensible, on va peut-être juste utiliser des incitations douces. «As-tu encore faim? Aimerais-tu d'autres biscuits ou d'autres oranges?» Et finalement, ce qu'on est, au bout de l'échelle, là, plus sensible, on utilise tout simplement un langage neutre. La collation aujourd'hui, c'est des biscuits à l'avoine et des oranges. Tout simplement. Rien de chargé là-dedans. Parfait. Donc, ce qu'on passe au prochain comportement, on parle de se concentrer sur la manière dont la nourriture nous aide à créer des liens, à jouer, à apprendre et à grandir. Manger, c'est pas seulement à propos de rencontrer nos besoins nutritionnels. Il est vraiment préférable, par contre, de faire ceci en dehors des heures du repas pour éviter justement toute pression liée à l'alimentation. Là, j'ai pas besoin de vous dire à quel point que le jeu est important pour les enfants. Alors, intégrer l'exploration à la nourriture par le jeu, sans pression pour manger, ça peut vraiment aider les enfants à s'ouvrir à de nouveaux aliments. On peut en apprendre, peut-être par exemple sur la provenance de la nourriture, puis parler des, nombreux rôles que la nourriture joue dans notre vie, soit la joie, la célébration, les traditions et bien sûr la nutrition chez les enfants qui sont un petit peu plus vieux. Et on peut initier les enfants à la cuisine en les impliquant dans la préparation des repas. Donc ceci, ça va aussi les exposer à des nouveaux aliments en même temps. Puis, les activités sensorielles, comme les bacs sensoriels ou même les jeux de boue dans les cuisines de jeux, peuvent être un excellent moyen d'exposer les enfants à différentes textures aussi. Puis se mettre confortable avec avoir tu sais, des textures sur leurs mains, sur différentes parties de leur corps. Et bien sûr, on peut utiliser des livres, des chansons, puis des matériels liés à la nourriture là, pour nous aider avec ceci. Là, c'est sûr que c'est important de considérer le contexte culturel et le gaspillage alimentaire lorsqu'on planifie des activités sensorielles. Hein. L'insécurité alimentaire, c'est un problème d'actualité.
et certains aliments comme les haricots et le riz peuvent avoir une signification culturelle importante pour certaines familles. Donc, on veut plutôt utiliser des objets non alimentaires pour les jeux sensoriels, puis peut-être réfléchir à des façons créatives d'utiliser les aliments pour l'apprentissage, puis ensuite les consommer plus tard dans la journée. Et bien sûr, on peut utiliser les restes ou les déchets alimentaires pour explorer les textures, comme des pelures ou la peau de fruits et des légumes, par exemple. Et voici un jardin cultivé dans le centre qui a participé au projet et certains aliments qui ont été récoltés et préparés ou utilisés pour préparer les repas plutôt avec les enfants. Bon, donc ça, c'était un autre bout d'information. On va prendre un petit moment pour réfléchir sur quel comportement qui, que vous avez bien maîtrisé déjà au niveau du langage. Qu'est-ce qui fonctionne bien pour vous? Et quel comportement au niveau du langage qui vous circule un petit peu plus dans la tête, qui vous pose plus de défis ou peut-être que vous n'êtes pas en accord avec? Puis bien sûr, vous pouvez partager vos réponses dans la boîte des commentaires ou tout simplement faire une réflexion intérieure là, par vous-même. Et ensuite, j'aimerais aussi que vous songiez à quel comportement au niveau du langage que vous aimeriez changer dans votre pratique. Donc, s'il y aurait quelque chose que, tu sais, encore une fois, demain, je m'y mets, je vais essayer ça, ça serait lequel qui vous intéresserait le plus? Donc, encore une fois, vous pouvez partager votre réponse dans la boîte de commentaires. Parfait. Alors là, on va passer au dernier volet, puis on va parler des comportements au niveau de l'heure du repas. Donc, notre premier comportement à privilégier, ça serait d'être un modèle sensible avec les enfants. Alors, ceci, ça pourrait inclure s'engager dans des conversations positives qui ne portent pas uniquement sur la nourriture, euh, dans le fond, des conversations neutres, hein, on le dit clairement. Alors, les conversations neutres réduisent la pression puis permettent de passer des moments positifs à table, hein, puis moins chaotiques aussi, ce qui est en particulier vrai pour les enfants qui peuvent être anxieux face à la nourriture ou qui ont toujours été considérés comme étant, entre guillemets, difficiles. Et de plus, ça va aussi aider les enfants à développer leurs compétences en communication. On peut aussi s'asseoir à table avec les enfants. Si possible, manger avec eux. Les enfants seront plus enclins à goûter à de nouveaux aliments s'ils vous voient le faire aussi. Là, il y avait certains éducateurs et éducatrices qui étaient un petit peu inquiets à propos de manger un plein repas. Ça n'aurait pas été possible dans leur centre. C'est pas du tout ce qu'on dit, mais plutôt là, de s'asseoir puis peut-être goûter tout simplement à un aliment. Ça pourrait certainement faire une différence. Et finalement, on devrait aussi éviter d'utiliser la technologie lorsque vous surveillez ou que vous êtes assis avec les enfants le plus que possible. Essayez de trouver d'autres moments à vérifier nos téléphones cellulaires, etc. Ensuite, on veut aussi encourager les enfants à se servir eux-mêmes. Là, comment est-ce qu'on fait ça? Ben, on veut utiliser les repas en style familial, où les plats sont apportés à table et que les enfants peuvent se servir eux-mêmes. C'est vraiment un excellent environnement alimentaire sensible, là, si on est capable d'appliquer ça. Et en aidant les enfants à se servir eux-mêmes, non seulement qu'on leur permet de contrôler ce qu'ils mettent dans leurs assiettes et en quelle quantité, donc très sensible, mais on favorise aussi le développement de compétences physiques essentielles. Là, les éducateurs et éducatrices qui ont participé au projet Celebrate, ils ont été très surpris de constater à quelle vitesse les enfants acquièrent les compétences nécessaires pour se servir eux-mêmes et gagnent en confiance, si qu'on leur donne tout simplement la possibilité de le faire. Mais c'est essentiel justement de donner des ustensiles qui sont adaptés à leur taille pour que ça fonctionne, pour garantir le succès. Alors, si que les repas de style familial ne sont pas possibles, on sait que parfois c'est le cas, hein, s'il y a des éclosions de maladies, on veut chercher d'autres moyens de faire participer les enfants et de les rendre indépendants.
Par exemple, on peut peut-être les demander s'ils veulent un peu ou s'ils veulent beaucoup de nourriture dans leurs assiettes avant de les servir. Sur cette prochaine diapo ici, on vous montre justement quelques photos qui ont été prises dans certains centres qui ont participé au projet Celebrate, puis on illustre les repas de style familial. Donc, vous pouvez voir les petites pinces, les petites louches, les petits bols, tout est vraiment adapté pour des petites mains de jeunes enfants. Puis c'est ça qui fait en sorte que les repas de style familial vont bien fonctionner. Parfait. On veut aussi éviter de récompenser les enfants pour avoir mangé. Donc, tantôt, on a parlé de la nourriture en tant que récompense, mais on doit également réfléchir à la manière dont les récompenses se manifestent au moment des repas, justement. Lorsque les récompenses sont proposées, les enfants peuvent manger pour obtenir la récompense plutôt que parce qu'ils ont faim. Et ça va prendre le pas sur les signaux internes de faim de satiété, hein. Donc, on n'y écoute plus. Et même si qu'à court terme, les récompenses peuvent, entre guillemets, fonctionner pour inciter un enfant à goûter un aliment qu'il aime moins, ça peut aussi avoir l'effet inverse à long terme. De plus, récompenser un enfant avec un dessert pour avoir mangé des légumes, ça rend le dessert justement plus désirable, plus attrayant et les légumes moins attrayants. Alors, comme mentionné précédemment, même si la nourriture peut être identifiée comme un facteur de motivation par l'équipe qui s'occupe de l'enfant, excusez, dans le cadre d'une stratégie de développement, c'est important de prévoir un plan pour éventuellement remplacer la nourriture comme facteur de motivation. Et notre dernier comportement à privilégier, ça serait de soutenir les enfants dans leurs décisions sur quoi manger et en quelle quantité parmi les aliments proposés. Je dirais que c'est probablement un des points les plus importants pour donner le pouvoir aux enfants, puis permettre de développer leur confiance. Mais ça peut être un petit peu challenging à appliquer aussi. Donc, rappelez-vous qu'au début, on a mentionné que les enfants naissent avec une capacité innée de réguler leur consommation. Donc, on doit les encourager à écouter justement à leurs signaux internes de faim et de satiété, puis ne pas les ignorer. Euh, c'est normal aussi là, que l'appétit, bien sûr, des enfants va changer d'une journée à l'autre, même d'un repas à l'autre. Euh, Notre rôle en tant qu'éducateur, éducatrice, c'est de supporter la décision des enfants à décider la quantité de chaque aliment qu'ils veulent manger, même si ça signifie manger beaucoup d'un aliment et peut-être pas du tout d'un autre. Là, ça ne veut pas dire par contre qu'un enfant a le droit de manger toutes les portions de fruits prévues pour toute la classe. On met des limites, hein. Il faut quand même imposer certaines limites. Notre rôle, c'est aussi d'accompagner et d'aider les enfants à partager la nourriture qui est disponible avec tout le monde. Mais si tout le monde a eu l'occasion de manger une portion de fraises et que Henri, lui, il a mangé que des fraises dans son assiette, puis il aimerait en avoir d'autres. Dans un environnement alimentaire sensible, s'il y en a encore des fraises, Henri devrait pouvoir en avoir plus. Ça va de même pour les autres amis qui sont à table. Puis on peut aussi aider Henri à comprendre l'importance de partager la nourriture avec les autres aussi. Donc justement, on soutient les enfants dans leurs décisions avec peut-être un petit peu de limites là-dessus, hein. On les guide justement dans leurs décisions. Alors, pour ce qui est des comportements à privilégier au niveau des repas, y en a-t-il là-dedans que vous avez bien maîtrisé déjà? Y a-t-il des choses qui fonctionnent bien dans votre sens? Puis, y a-t-il certains comportements qui vous circulent un petit peu plus dans la tête ou qui vous posent plus de défis? Donc, encore une fois, vous pouvez partager vos réponses dans la boîte des commentaires. Et j'aimerais aussi savoir quel comportement au niveau des repas souhaiteriez-vous changer dans votre pratique? Euh, donc, on avait être un modèle sensible, encourager les enfants à se servir eux-mêmes, éviter de récompenser les enfants pour avoir mangé, puis soutenir les enfants dans leurs décisions sur quoi manger et en quelle quantité parmi les aliments proposés. Encore une fois, vous pouvez partager vos réponses dans la boîte des commentaires.
Bon. Et là, ben, on va conclure notre présentation en présentant certains défis communs que les chercheurs ont relevés dans le cadre de leur travail avec les centres et que vous avez aussi partagé avec nous lors de l'inscription du webinaire. Donc, je vais commencer par parler à propos du premier défi, soit recadrer l'alimentation sélective ou ce qu'on appellerait en anglais le picky eating. Alors, les jeunes enfants apprennent à aimer différents aliments et textures là, tout au long de leur enfance. Puis comme tout autre apprentissage, ça prend du temps, hein, puis on doit leur donner ce temps-là. Alors, qualifier un enfant de, entre guillemets, difficile, ça peut renforcer ce comportement-là, hein, le comportement d'alimentation sélective. Euh, Puis souvent, l'enfant va se conformer à cette étiquette-là, donc ce qui rend la situation encore pire. Puis en effet, c'est pour cela qu'on aime plutôt utiliser le terme alimentation sélective plutôt que mangeur difficile maintenant, puisqu'il y a moins une connotation négative. On se rappelle toutefois que plusieurs comportements alimentaires qui sont considérés comme difficiles sont habituellement appropriés au stade de développement de l'enfant. Les enfants vont explorer les aliments et apprendre à connaître leurs propres préférences dans leur propre temps. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour doucement aider les mangeurs qui sont un petit peu plus prudents ou sélectifs? Ben, ce qu'on je vous, j'apporte votre attention à l'encadré rouge et rose, là. Les enfants qui acceptent moins d'aliments et de textures, on peut, par exemple, régulièrement fournir des occasions d'explorer les aliments pendant les repas, mais aussi au cours de la journée pendant le jeu, hein, pour vraiment éviter la pression, exercée sur l'enfant. Pour les enfants qui ont besoin de temps pour se familiariser avec les aliments, on peut continuer à proposer des aliments sans exercer de pression pour manger. Puis on peut peut-être même déconstruire les repas. Donc, si on offre un sandwich, ben, pour cet enfant-là, on pourrait peut-être offrir le pain, la viande et le fromage séparément. Puis pour les enfants qui s'inquiètent à propos du repas et si qu'il y aura des aliments qu'ils vont aimer, c'est ici que afficher un menu illustré pour montrer aux enfants les aliments proposés peut aider. Alors, maintenant, je vais passer la parole à Lisanne pour continuer avec le reste des défis. Merci Véronique. Alors là, on va parler de passer de faire à laisser faire. Alors, on sait que le changement de perspective dont nous avons parlé tout au long de la session est gros. Nos préoccupations sont sincères et bien intentionnées, mais il faut se rappeler que les enfants naissent avec la capacité de réguler leur alimentation et nous, les adultes, devons leur faire confiance. Alors, ici, euh, on voit une citation d'un participant qui a dit: ont-ils suffisamment à manger pour grandir en bonne santé chaque jour? Alors, ça pourrait être une préoccupation qu'auraient les éducateurs. Mais si nous considérons les enfants comme capables et compétents en matière d'alimentation, nous pouvons passer du faire au laisser-faire. Ce que nous entendons dire par les personnes qui s'occupent des enfants, c'est que comment faire pour qu'elles mangent. Je ne sais pas quoi faire pour qu'ils boivent plus. Sa mère dit qu'il faut lui faire boire 700 000 de lait, par exemple, ou je n'arrive pas à lui faire s'asseoir à la table. Souvent, ces préoccupations viennent de désir de soutenir la croissance et le développement des enfants. Alors, ça vient d'une bonne place, mais l'intention peut être l'effet inverse. Alors, si nous considérons les enfants comme capables, compétents en matière d'alimentation, nous pouvons passer de faire à laisser faire. Alors, quel langage pouvons-nous utiliser à la place? Alors, à la place de ce langage-là de faire, on peut utiliser le langage de laisser faire. Alors, je dois la laisser décider la quantité qu'elle mange. Je vais le laisser choisir parmi les aliments disponibles. Je vais les laisser être curieux et découvrir de nouveaux aliments. Laissez-les avoir confiance en leurs décisions au moment des repas. Alors, cette idée-là, en étant plus sensible au niveau de l'alimentation, va passer de faire à laisser faire.
L'autre défi qu'on perçoit parfois, c'est d'assurer que les enfants aient suffisamment à manger. Alors, par exemple, ils ne mangent pas une alimentation variée et saine et je m'inquiète par la quantité de qu'est-ce qu'ils mangent. Il peut être inquiétant ou même frustrant de voir des enfants qui ne mangent pas suffisamment ou qui ne consomment pas une alimentation variée. Il faut se rappeler que la familiarité est importante. Les enfants s'habituent à différents goûts et textures et cette familiarité prend du temps. En tant qu'adultes, nous, on sait quel goût aura le poulet cuit ou quelle sera la consistance de l'avocat. Mais nous avons cette expérience que les enfants n'ont pas. Alors, les phases alimentaires, manger ou ne vouloir que les mêmes aliments encore et encore, alors c'est normal. Et moins on y prête attention, moins elles durent longtemps. Pour y parvenir, on peut, pendant les repas et les jeux, explorer la vue, l'odorat, le toucher et le goût de manière positive et joyeuse afin de soutenir la curiosité et la confiance des enfants en tant que mangeurs compétents. Cela peut signifier donner aux enfants la possibilité d'explorer sans pression des aliments nouveaux ou inconnus grâce au jardinage, à la cuisine, à des activités sensorielles et à des livres, des chansons ou des matériels liés à l'alimentation. Dans la mesure du possible, veillez à proposer des aliments familiers acceptés en plus des nouveaux aliments. Un autre défi courant consistait à naviguer les besoins, les habitudes alimentaires et les comportements des enfants. Compte tenu des différences d'âge, de capacité et d'appétit, les éducateurs ont mentionné qu'il était difficile de trouver le juste équilibre entre ceux-ci. En particulier, lorsque les enfants sont autorisés à choisir ce qu'ils veulent manger et en quelle quantité parmi les aliments proposés, cela peut s'avérer délicat, car tous les enfants pourraient vouloir manger uniquement des fraises. Il n'y en aurait plus assez pour tout le monde, comme Véronique a mentionné dans une de ses exemples. Ou les enfants ayant un plus gros appétit prennent plusieurs portions avant que tout le monde ait pu se servir une première fois. Les mentors ont travaillé en étroite collaboration avec les éducateurs et les ont aidés sur le plan linguistique. Une autre solution consistait à restructurer l'environnement physique. Dans les plus grandes classes, il était parfois préférable de séparer les tables plutôt que de former un seul grand groupe qui était plus chaotique. Dans d'autres classes, les éducateurs ont décidé de regrouper les tables afin que tout le groupe puisse partager un repas ensemble. Certains éducateurs étaient moins à l'aise avec l'idée de placer la nourriture au centre, les plus jeunes par exemple, et disposaient donc d'un petit chariot à côté d'eux pour distribuer la nourriture. L'idée d'accompagnement de la mentor était de rencontrer les centres là où ils se trouvaient et de travailler sur les besoins individuels. Et voilà, à l'écran, vous voyez deux autres ressources qui sont aussi disponibles sur le site de Celebrate Feeding. Alors, c'était des façons de découvrir de nouveaux aliments aux enfants autres que de les manger, comme visuel de rappel, comme repère. Puis l'autre, c'est de comment les enfants découvrent des nouveaux aliments et des nouvelles textures. Alors qu'à travers la vue, l'odorat, le toucher, le goût. Alors, à quoi ressemble la nourriture? Les enfants regardent également si les autres mangent. Quelle est l'odeur des aliments? Les enfants apprennent à connaître les aliments en les sentant. Le toucher, quelle est la sensation de l'aliment? Les enfants peuvent piquer, écraser, rouler, étaler les aliments avec leurs doigts, une cuillère ou une fourchette. Et à travers du goût, les enfants peuvent lécher les aliments ou les mettre dans leur bouche, puis les recracher. Mais toutes des formes de pouvoir amener à découvrir des nouveaux aliments. Une autre préoccupation qu'on a entendue, c'était liée au gaspillage et se servir eux-mêmes. Alors, on sait que le style familial est une excellente option pour les programmes où la nourriture est fournie.
Nous entendons parfois que cette préoccupation liée au gaspillage de la nourriture, mais on voit que ce n'est généralement pas le cas dans la pratique une fois que les enfants s'habituent au style familial. Alors que plutôt en premier, lorsqu'on le met en place, on voit peut-être un petit peu plus de gaspillage, mais que une fois que les enfants s'habituent euh, à la pratique, que cela disparaît. Alors, réfléchissez aux changements physiques que vous pouvez apporter à la salle de classe. Par exemple, réaménager les tables comme on a parlé tantôt. Est-ce que ça pourrait le rendre plus pratique? Commencez peut-être petit à petit en permettant les enfants de se servir eux-mêmes une partie du repas. Alors, lorsque vous allez commencer, comme tout nouvel apprentissage qu'on fait avec les jeunes enfants, c'est pas nécessairement qu'on va leur quitter se servir tous les aliments, mais peut-être commencer avec, OK, bien, comme éducateur, moi, je vais servir tel et tel aliment, mais eux vont se servir une partie du repas, puis là, à mesure qu'on progresse, ils vont finir par se servir eux-mêmes le plein repas avec l'apprentissage. Utiliser des plats et des ustensiles de service adaptés aux enfants pour faciliter la tâche de servir eux-mêmes. Comme qu'on a vu dans les belles photos dans le centre, là, les petites pinces puis les petites louches sont très faciles pour les enfants à utiliser. Encourager les enfants à se limiter à 1 ou 2 portions en premier pour assurer qu'il y aura suffisamment de nourriture pour tous les amis. Le style familial consiste à reconnaître la nature partagée des repas. Par exemple, on peut dire aux enfants, s'il vous plaît, commencez par prendre un morceau de pain, puis une fois que tous nos amis qui veulent du pain auront eu la possibilité d'en prendre, je repasserai le plat. Ou peut-être que là, s'il n'y en a plus du pain, on dit, il n'y a plus de pain, mais si tu as encore faim, tu peux manger du chili ou des cocombes. Voici une ressource à ce sujet qui est disponible sur notre site web si vous aimeriez en apprendre davantage sur les repas de style familial. Alors, la ressource parle de pourquoi ou l'importance de choisir des repas de style familial ou commencer des plats et des ustensiles qui peuvent être utiles, puis des conseils pour la réussite. Alors, vous pouvez soit scanner le code QR que vous voyez à l'écran ou aller directement sur le site web de Celebrate Feeding. Une fois encore, dire la mauvaise chose est une préoccupation pour les éducateurs et éducatrices. Rappelant que l'alimentation sensible s'inscrit dans un continuum. Nous pouvons aider les enfants à découvrir les aliments en parlant de manière neutre. Décrivez la couleur, la forme, la texture, l'odeur, le goût, la façon dont un aliment est préparé ou dont il pousse, comme Véronique nous a partagé tantôt. Nous pouvons également avoir des conversations pendant les repas qui ne sont pas liées à la nourriture. Concentrez-vous sur la connexion que vous allez faire avec les enfants. Alors, qu'est-ce qui peut être ces conversations-là non liées à la nourriture? Ça pourrait être n'importe quoi. Ça pourrait être quelle est ton activité préférée à l'extérieur? Parle-moi de quelque chose qui te rend heureux. Quelle est la meilleure chose qui t'est arrivée aujourd'hui? Quel livre devrions-nous lire aujourd'hui? Et des exemples au niveau de parler de la nourriture de façon neutre. Le kiwi est un fruit vert à l'intérieur est recouvert d'une peau brune, duveteuse à l'extérieur et il a un goût sucré. Le hummus est une purée crémeuse à base de pois chiches qui a déjà vu des pois chiches. Le fromage et le yogourt sont tous les deux fabriqués à partir de lait. Le lait provient d'une vache. Alors, c'est vraiment des commentaires neutres et non pas liés à aimer ou pas aimer ou bon ou mauvais, aucunement au niveau d'un aliment. C'est tout simplement des descriptions. Alors, nous avons déjà partagé ceci
mais on continue à s'y référer car le continuum de changement est si important. Alors, c'est important de travailler envers ce continuum de changement, de modifier notre langage, de peut-être moins sensible à toujours aller un pas de l'avant pour devenir de plus en plus, en plus sensible. Alors, voir où on se situe, puis travailler à partir de là. Voici deux autres belles ressources qui pourraient vous être utiles, qui sont disponibles sur le site de Celebrate Feeding ou en scannant le code QR à l'écran. Un, c'est utiliser un langage neutre. Alors, ça vous donne des petits trucs pour vous guider dans l'utilisation d'un langage neutre. Puis l'autre, c'est de manger avec joie, nourrir sans compliments, pression ou contrainte. Alors, c'est vraiment une synthèse de ces parties-là que Véronique a parlé tantôt au niveau de nourrir sans compliments, pression ou contrainte. Alors, rappelez-vous que lorsqu'on parle de notre changement, on vous encourage à y réfléchir dans un continuum et de considérer les approches comme faisant partie de votre cycle de la planification réfléchie du cadre pédagogique et à être indulgent ou gentil avec vous-même dans votre progression vers le changement. Alors, on sait que le changement est difficile. Ce que nous faisons pour soutenir les enfants en matière d'alimentation est difficile, car vos actions sont influencées par vos valeurs profondes et votre contexte social ou plus simplement par votre entourage. Et comme on a mentionné déjà, ça peut sembler différent selon le jour, selon le moment, en fonction de ce qui se passe autour de nous. Cela dit, on vous encourage d'observer votre pratique avec les enfants et réfléchissez avec les autres. Alors, ça peut être un point de départ au niveau de comment débuter le processus de changement. Puis peut-être choisissez un aspect de l'alimentation sensible que vous aimeriez changer et essayez-le. Continuez à observer les réactions des enfants et réfléchissez aux prochaines étapes possibles pour évoluer vers des pratiques d'alimentation plus sensibles. Puis, vous pourrez amener ces réflexions-là à la prochaine session qui aura lieu cet hiver. Alors, ça, c'est un petit peu de qu'est-ce qu'on veut vous quitter avec ce soir, c'est de comment est-ce que vous pouvez prendre toutes les informations que vous avez reçues ce soir, puis ensuite l'amener à votre pratique, observer dans votre programme, dans vos propres pratiques et vraiment voir où est-ce que vous vous situez sur ce continuum-là de changement, puis peut-être prendre un petit pas pour voir qu'est-ce que vous pourriez peut-être changer ou modifier pour vous amener vers une alimentation encore plus sensible. Puis ça nous amène vraiment à la fin de qu'est-ce qu'on avait à partager avec vous ce soir. Alors, s'il y a des questions, vous pouvez nous les envoyer. Puis on pourra les répondre. Et si je ne me trompe pas, je pense aussi qu'on va faire un genre de un document de toutes les questions qui auront été posées qu'on pourra ensuite là, vous mettre de disponible. Merci, point Véronique. C'est ça, il va y avoir une question et réponse qui sera partagée avec tout le monde. Alors, prochaine étape, on apprécierait si vous remplissiez le questionnaire d'évaluation afin d'obtenir votre certification à cette formation. Puis, en janvier, toutes les participantes à cette session de formation vont recevoir des informations relatives à l'inscription pour la deuxième partie de cette session. Puis sur ça, on vous quitte avec nos réseaux et notre site web pour en apprendre davantage. Alors, apprenez-en davantage et impliquez-vous au niveau de l'alimentation sensible. Merci, Tala. Merci beaucoup.